Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Encore un livre sur la délinquance. Malgré ce jugement à l'emporte-pièce, il paraît nécessaire de persister dans cette voie qui est loin d'être une impasse tant il est vrai que la connaissance objective des questions d'insécurité, en dépit de différents apports, continue de se singulariser par une certaine carence qui contribue à la persistance de conceptions outrancières dominantes. Le champ de la sécurité est insuffisamment disputé au sens commun, qu'il émane des médias et de leurs experts, des représentations populaires et de leurs préceptes, ou encore des institutions et de leurs intérêts corporatistes, ce qui se traduit, entre autres, par une attention encore insuffisante pour les victimes ainsi que par une confusion constante entre ce qui relève respectivement des solutions et des réponses à la délinquance. 1. Sécurité et insécurité, un objet de recherche ? Les sciences sociales ont longtemps manifesté un désintérêt pour le phénomène sécuritaire, pour employer un épithète non dénué de connotations péjoratives, du fait d'une certaine absence de pureté scientifique de cet objet constamment labouré par ce que Durkheim appelait si justement la connaissance vulgaire et pratique, largement abandonnée aux mises en scène médiatiques, aux discours idéologiques et aux expertises intéressées. Aussi les quelques recherches produites par la sociologie, l'histoire ou encore la science politique subissent-elles de plein fouet la concurrence intraitable d'un déferlement d'écrits dont certains revendiquent une inscription dans le registre scientifique, en jouant alors sur l'abandon par l'université française du champ criminologique. Le discours scientifique sur le phénomène criminel ne dispose pas, en France, au moins pour l'instant, d'une discipline une et pluridisciplinaire, avec son identité et son ouverture, susceptibles d'accueillir des travaux disposant souvent, compte tenu de leur dimension empiriquement criminologique, d'une faible reconnaissance dans leur discipline d'origine. Ainsi, la réception mitigée, pour ne pas dire hostile, du rapport de la Conférence nationale de criminologie CNC, Villerbu, 2010, et des propositions de son comité de suivi apparaît, à cet égard, comme une illustration saisissante d'une incapacité devenue structurelle à parvenir, en matière de formation et de recherche, à sortir d'une exception française, Tournier 2009. Il est vrai que, contrairement aux orientations de la CNC, le ministère de l'Enseignement supérieur envisageait d'inscrire la criminologie, dans la continuité du rapport Bauer de mars 2008 sur la formation et la recherche stratégique, dans un ensemble plus vaste intitulé « Criminologie, diplomatie, polémologie et stratégie ». Il s'agissait là d'un rapprochement contestable, dans la mesure où la criminologie n'a pas grand-chose à voir avec les relations internationales, ou encore la science de la guerre. Depuis plusieurs décennies, les velléités de mise en place hexagonale de cette discipline se sont immanquablement heurtées à une double opposition corporatiste. D'une part, celle de juristes considérant la criminologie comme leur chose, comme un prolongement et une annexe du droit pénal et des sciences criminelles, d'autre part, celle de sociologues sociologistes, pour lesquels elle ne peut être qu'une des branches, la sociologie criminelle, ou sociologie de la déviance, d'une sociologie appréhendée comme la science sociale. La criminologie est alors dans une situation analogue à celle qui a prévalu pendant longtemps pour la science politique, prise entre l'enclume des sciences politiques, la science politique perçue comme un conglomérat de connaissances sur l'objet politique, et le marteau de la sociologie politique, la science politique appréhendée comme une branche de la sociologie en charge du fait social politique. À défaut de pouvoir contester le bien-fondé épistémologique de son existence, certains se réfugient alors dans le postulat selon lequel, en France, compte tenu d'une histoire politique dominée par la confiscation de l'ordre par le pouvoir, la criminologie ne peut être autre chose qu'une science d'État, destinée à donner une base scientifique à la primauté de la répression, voire au traitement pénal des problèmes sociaux. Même si cet argument fallacieux s'inscrit conjoncturellement dans une critique acerbe et militante des politiques de sécurité conduites par les gouvernants de droite entre 2002 à 2012, elle n'en traduit pas moins la persistance de prévention vis-à-vis de tout ce qui se rapporte à l'ordre, même si, dans le cas présent, il s'agit justement d'en proposer une approche objective. À moins que ce ne soit justement cette perspective qui effraie ceux pour lesquels la science n'est qu'un alibi pour un combat idéologique, qui ne deviendrait que trop manifeste avec l'essor d'une criminologie pratiquant le débat pluraliste. Dans le même ordre d'idées, cet essor aurait pour effet d'encourager le développement de différentes équipes de recherche au sein des universités françaises,
ce qui remettrait en cause le monopole de fait acquis par ceux qui, tout en se présentant comme les figures acceptables et historiques de la criminologie, n'en ont pas moins été à la pointe du combat mené contre son apparition. La criminologie française est donc une discipline paradoxale, la légitimité de son existence scientifique et sociale cohabitant avec une absence persistante de réalité institutionnelle. Le phénomène criminel est pourtant devenu un axe de questionnement dans le débat public et un enjeu pour de nombreux professionnels du champ sanitaire, juridique et social. Les formations universitaires en criminologie, au niveau de la licence et du master, permettraient ainsi de mettre à la disposition des institutions policières et judiciaires des candidats au recrutement disposant de savoirs étayés et opérants qu'il conviendrait ensuite de professionnaliser au niveau des écoles de fonction publique. C'est le cas manifestement pour l'administration pénitentiaire, dont l'ensemble des métiers, directeur des services pénitentiaires, officier pénitentiaire, surveillant pénitentiaire, directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, requiert à l'évidence une solide formation criminologique qui, à défaut d'être prodiguée et validée au niveau universitaire, doit faire l'objet d'un apprentissage accéléré lors de la formation initiale dispensée à l'École nationale des administration pénitentiaire (ENAP). En dépit de l'existence de compétences reconnues et de la production régulière de recherches et de savoirs positifs sur le phénomène criminel, le champ scientifique français se trouve dépourvu, contrairement à d'autres pays occidentaux, d'une authentique criminologie, c'est-à-dire d'une communauté scientifique institutionnelle se rattachant formellement à un objet d'étude commun, le comportement criminel, les formes de criminalité, les auteurs et les victimes de la criminalité, les instances de régulation sociale et les réponses à la criminalité. Bien qu'aspirant à une identité propre, cette criminologie qui s'est institutionnalisée en dehors du système universitaire, demeure une discipline annexe et éclatée, aux contours imprécis et au carrefour de plusieurs spécialisations plus ou moins développées et reconnues en l'absence une criminologie instituée, fédératrice et unitaire, psychiatrie criminelle, médecine légale, criminalistique, police technique et scientifique, psychologie criminelle, démographie criminelle, sociologie criminelle, pénologie, victimologie, sciences pénitentiaires, sociologie de la police, politique publique de sécurité, etc. Cette fragmentation disciplinaire produit une analyse du phénomène criminel dans ses multiples facettes sous la bannière, avec les méthodologies et les concepts, mais aussi les instruments de diffusion des disciplines ayant investi cet objet singulier, ce qui a pour effet de produire des savoirs morcelés difficilement mis en relation. En ce qui concerne l'enseignement universitaire, la criminologie n'existe que de manière accessoire, voire anecdotique, sous la forme pour l'essentiel d'enseignements épars, de diplômes d'université et de spécialisation dans quelques masters. Le caractère pluridisciplinaire de la criminologie est instrumentalisé par les disciplines établies, pour lui contester son identité épistémologique et son existence institutionnelle. Quant aux universitaires et chercheurs français, malgré leurs travaux sur le champ criminel, ils ne peuvent être des criminologues à part entière, reconnus et estampillés, dans la mesure où professionnellement, ils sont considérés, recrutés et évalués comme des juristes, éventuellement pénalistes, des sociologues, de la déviance, du droit ou des organisations, des politistes ou encore des psychologues et des psychiatres. La criminologie française ne fonctionne donc que de manière incidente et dérobée, d'une part avec des recherches effectuées dans le cadre d'autres disciplines, d'autre part avec des travaux conduits par des criminologues autodidactes en l'absence de validation universitaire. Fonctionnant à la manière d'une auberge espagnole, plus comme un groupe informel d'individualités que comme une communauté scientifique, elle dispose d'une association professionnelle, Association française de criminologie, mais dont l'activité s'avère confidentielle. Il n'y a guère qu'une poignée de chercheurs français pour participer aux travaux des principales sociétés internationales de criminologie, notamment la Société européenne de criminologie et la Société internationale de criminologie. L'inexistence de la criminologie s'est traduite, au moins jusqu'à récemment, par l'absence de section du Conseil national des universités CNU, ce qui lui a interdit le recrutement d'enseignants-chercheurs titulaires, professeurs et maîtres de conférences et contractuels, allocataires moniteurs et attachés temporaires d'enseignement et de recherche,
et donc la mise en place de diplômes spécifiques au niveau de la licence, du master et du doctorat. La création par arrêté ministériel du 13 février 2012 d'une section CNU de criminologie, la section 75, n'a pas répondu à cette attente dans la mesure où elle a résulté d'un passage en force, à quelques semaines des élections présidentielles, sous la pression d'un groupe d'individus provenant pour l'essentiel du domaine de l'expertise privée et médiatique opérant sous la houlette d'Alain Bauer. Malgré son omniprésence médiatique, ses ouvrages journalistiques à large diffusion et sa nomination, il est vrai, controversé comme professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, CNAM, ce dernier ne dispose d'aucune légitimité universitaire pouvant justifier sa présence dans un CNU de criminologie. Il s'agissait là d'une manœuvre maladroite, qui a jeté un discrédit sur la mise en place de ce CNU et sur les universitaires ayant accepté de participer à ce qui s'est révélé être au final, un coup fourré si préjudiciable pour la discipline. À ceux qui considèrent qu'il s'agissait là du prix à payer pour la faire éclore, comme le fumier favorise la floraison, il est aisé de répondre d'une part que rien ne peut justifier de s'asseoir ou de mettre son mouchoir sur ses valeurs, d'autre part que quelques mois ou années supplémentaires de débat et de mobilisation auraient certainement permis de faire de cette mise en place une évidence, au lieu d'en faire un objet de confrontation, d'accusation et de division. Aussi, et en l'absence d'un vrai débat scientifique qui reste à mener, cette création a-t-elle donné lieu logiquement à des réactions d'opposition des principales associations professionnelles, ainsi qu'à une motion de la commission permanente du CNU du 21 mars 2012 qui a dénié toute légitimité à une section du CNU créée dans ces conditions. Après avoir fait l'objet d'une création politique, la section du CNU a subi une suppression tout aussi politique par un arrêté du 21 août 2012 sans avoir pu se réunir ne serait-ce qu'une seule fois. Le titre de l'article du Monde annonçant cette décision, le gouvernement supprime la filière de criminologie défendue par Alain Bauer, édition du 24 août 2012, résume bien le climat délétère et la personnification inepte qui ont caractérisé cet épisode sinistre pour une criminologie française désormais mort-née. La nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur a eu beau jeu de justifier cette suppression par le peu de succès rencontré par cette section au sein de la communauté universitaire, seulement 13 enseignants-chercheurs ayant demandé leur rattachement à cette section 75, alors qu'il en fallait au moins 36. Au final, le coup de force d'Alain Bauer et de ceux qui l'ont suivi aura eu pour effet de réduire la nécessaire mise en place d'une criminologie universitaire à des controverses violentes sur fond de changements présidentiels qui ont éclipsé le débat scientifique. Sous réserve de quelques initiatives isolées, cette désertion scientifique du champ criminologique a autorisé la prolifération d'une concurrence déloyale d'écrits et de déclarations de la part d'essayistes qui se sont appropriés indûment une criminologie devenue, pour certains, un fonds de commerce et un alibi pour l'exhibition d'une pseudo-science du repérage et du traitement des menaces criminelles. Ils sont ainsi nombreux à défiler sur les plateaux télévisés pour commenter sur un coin de table, avec une assurance qui n'a d'égal que leur méconnaissance, telle ou telle affaire criminelle, tel ou tel attentat terroriste, en jouant avec délectation sur les leviers de la platitude, du sensationnel et de la peur. Et qu'importe si cette expertise instantanée, presque lyophilisée, sera ensuite démentie par des faits dont nous savons tous qu'ils sont souvent têtus. Cette extraordinaire carence criminologique apparaît surprenante, voire inquiétante, à l'aune de l'attention persistante pour les phénomènes criminels et de leur médiatisation, donnant lieu en permanence à de multiples commentaires, analyses et mises en scène. Si toutes ces prises de position sur la délinquance et l'insécurité contribuent au nécessaire débat public, elles donnent aux chercheurs l'impression peu engageante de s'exprimer posément, et souvent sans réelle audience, dans la cacophonie du sens commun, qui bénéficie d'une couverture médiatique tenace et recouvre souvent les tentatives désespérées de dépassement des explications simplistes. Loin d'être condamné à prêcher dans le désert, le chercheur n'en est pas moins confiné dans la position de celui qui propose la complexité et la relativité des savoirs, de celui qui pose avec insistance des questions parfois dérangeantes et déstabilisantes, là où le système social attend plutôt des indications précises et des analyses accessibles, mais aussi des solutions concrètes susceptibles de produire des effets immédiats. Le chercheur n'est pas toujours aidé dans sa démarche, si ce n'est iconoclaste au moins singulière de chasseur de mythes,
pour reprendre la formule de Norbert Elias. Il est d'abord largement tributaire de la modicité des ressources mises à sa disposition par une université française paralysée par la faiblesse et l'émiettement endémique de ses moyens, autant que par sa propension au centralisme et au dirigisme. Qui plus est, la recherche sur la sécurité a longtemps subi les affres d'une relation entre les institutions d'ordre et les universitaires empreintes de tension et d'incompréhension. À moins d'y voir la vengeance sournoise de chercheurs entrés en contact dans leur prime jeunesse avec une matraque au quartier latin, ou quelques années plus tard avec un cinémomètre au détour d'une route nationale, à l'image d'un Mirabeau s'attachant à réclamer devant l'Assemblée constituante la dissolution d'une maréchaussée avec qui il eut maille à partir durant sa jeunesse tumultueuse, cette méfiance s'explique en grande partie par le poids de l'histoire et des représentations populaires. Parce qu'il est associé dans la mémoire collective aux épisodes troubles, aux moments tragiques de l'histoire nationale, le producteur d'ordre et de sécurité qu'est le policier ou le gendarme demeure encore pour beaucoup d'universitaires non seulement le héros d'un film ou d'une série télévisée, mais également, de manière presque aussi fantasmatique, le fonctionnaire zélé exécutant sous les ordres de Fouché des besognes de basse police, le policier casqué du métro Charonne, quand ce n'est pas l'auxiliaire de la Gestapo lors de la rafle du Vel. Aussi, après avoir déploré la persistance d'un trou noir dans l'historiographie française, un manuel consacré à l'histoire de la police en France notait ainsi avec pragmatisme combien la police était longtemps demeurée un objet sale, politiquement incorrect donc scientifiquement illégitime. Berlière et Lévy 2011. Du côté des institutions d'ordre, il existe un sentiment diffus de méfiance à l'égard de l'université, présenté parfois comme le berceau des chimères et de la contestation derrière le paravent de l'enseignement et de la recherche. Cette opposition se traduit par une hostilité larvée, une ignorance réciproque et une certaine incompréhension. Rudolph 2001. En raison même de cette absence de neutralité du rapport à l'ordre, étudier la sécurité en général et la police en particulier peut représenter une démarche suspecte, pas toujours valorisante et même périlleuse, compte tenu d'une prétendue absence de légitimité scientifique d'un objet jusqu'ici peu abordé et controversé, dédaigné quand ce N' est paraillé par ceux qui ne conçoivent le policier que sous les traits du brigadier du théâtre de Guignol, du chef Cruchot de Saint-Tropez ou de Pinault simple flic, à moins que ce ne soit sous ceux des commissaires Maigret, Navarro ou Julie Lescaut. Des évolutions importantes sont cependant intervenues depuis le début des années 1990, compte tenu des ouvertures réalisées par les institutions policières et des mesures d'incitation à la recherche développées notamment par le ministère de l'Intérieur, avec la création, il y a une vingtaine d'années, de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure, IHESI, devenu, en 2004, Institut national des hautes études de la sécurité, INHES, puis en 2009, l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, INESJI. Ce mouvement institutionnel, dicté par un souci de modernisation et de légitimation, a permis un accès plus important au terrain d'investigation et la mise à disposition de moyens financiers dans le cadre d'une politique de recherche commanditée, Monjardet, 1997, Glézal, 1999. En dépit de cette double difficulté, faire entendre une parole scientifique dans le tintamarre des prises de position sur la sécurité et s'affranchir des résistances conjointes de la communauté universitaire et des institutions d'ordre, qui transforment souvent la présence dans ce champ en une suite de parcours du combattant, le bien fondé pour ne pas dire la fonction sociale, de la recherche demeure aujourd'hui encore une évidence. Si le chercheur n'a pas vocation à devenir un expert, un intellectuel organique ou un conseiller du prince, voire un ingénieur social, Bourdieu, fournissant à bon compte des recettes aux dirigeants des administrations, le résultat de ses travaux peut toutefois présenter, au-delà de sa fonction générique de contribuer au progrès de la connaissance, un certain intérêt dans la phase d'étude préalable à la prise de décision politique et administrative. Si la recherche ne peut prétendre, comme l'avait noté Edgar Morin, disposer d'un monopole de la vérité, elle n'en postule pas moins à fournir au système social des données susceptibles d'être exploitées par ceux qui sont en charge de l'intérêt général. Dans le domaine qui nous intéresse ici, il n'est pas certain qu'il en soit ainsi, comme le montrent par exemple, les débats stériles sur la question de la police de proximité, Dieu 2002b. En effet,
les nombreuses recherches ne semblent pas avoir vraiment dépassé le niveau de la simple justification pour une gauche pressée, dans la perspective des élections présidentielles de 2002, de mettre en œuvre une réforme policière, mais aussi pour une droite soucieuse par réaction, de s'en démarquer par une conception réductrice de la proximité policière et une conversion opportune à l'idéologie de la performance. Pour autant, comme on le verra plus loin, la police de proximité devrait échapper aux contingences politiques au profit d'une approche pragmatique fondée sur un examen raisonné des expériences françaises et étrangères, ainsi que sur une réflexion prospective sur le rôle social des appareils policiers dans des sociétés démocratiques à la fois pluralistes et individualistes. En matière de sécurité, comme dans bien d'autres domaines, les apports de la recherche ne semblent guère être utilisés pour éclairer la détermination des politiques. Il n'y a pour s'en persuader qu'à se reporter au rapport établi par la Cour des comptes sur l'organisation et la gestion des forces de sécurité publique, 2011, qui fait entièrement abstraction des travaux de recherche réalisés ces dernières années. C'est comme si la recherche, pourtant financée par des ressources publiques, n'existait pas, alors même qu'elle aurait pu apporter des réponses aux questions soulevées. Bien que les rédacteurs de ce rapport ambitionnent d'examiner les conditions du pilotage des forces de police et de gendarmerie, leurs analyses ne dépassent guère le cadre des considérations purement quantitatives et budgétaires, au plan des variations de la délinquance, du budget, des effectifs et du temps de travail de la police et de la gendarmerie, avec à l'aune des développements abondants sur la vidéosurveillance, une propension à la critique des politiques de sécurité menées depuis 2002. 2. Extrémisme sécuritaire ou angélisme sécuritaire ? Face au constat avéré ou non de l'aggravation de l'insécurité et de l'incapacité de la puissance publique à s'opposer à ce qui est souvent dépeint comme un fléau social, deux conceptions extrêmes et manichéennes peuvent être identifiées, sur fond d'instrumentalisation politique et de mise en scène médiatique. Bien qu'elles s'opposent, elles n'en traduisent pas moins une même impuissance à appréhender l'insécurité dans sa pluralité, en marge des discours déclinistes, des simplifications journalistiques, des prismes idéologiques, des contingences électorales, des dérives mercantiles et expertises institutionnelles. Et si la solution à l'insécurité résidait tout bonnement dans l'arrestation et la condamnation, la mise hors d'état de nuire des délinquants et autres auteurs de désordre, tirant argument de ce qui est présenté comme l'incapacité des politiques de prévention de la délinquance à juguler la progression du fait insécuritaire, ils sont nombreux à droite comme à gauche d'ailleurs, à réclamer, plus ou moins à mots couverts, davantage de répression, même si le mot semble proscrit du vocabulaire politique, relayant alors les revendications des syndicats de policiers dont l'influence est considérable dans la diffusion médiatique, la banalisation des approches sécuritaires, des policiers supplémentaires pour la brigade anticriminalité ou la zone de sécurité prioritaire, un nouveau commissariat de police, des compagnies de CRS en sécurisation, le recrutement de policiers municipaux, la multiplication des caméras de surveillance, une énième réforme de l'ordonnance sur la justice des mineurs du 2 février 1945, modifiée pas moins de 36 fois et dont seulement 6 articles datent encore de la Libération, la réouverture des maisons de correction, la construction de nouvelles prisons, le rétablissement de la peine de mort, une vingtaine de propositions de loi ayant été déposées depuis son abolition en 1981, la multiplication des contrôles d'identité, la suppression des allocations familiales pour les parents de mineurs délinquants, le maintien en détention de délinquants dangereux, le durcissement des peines pour les récidivistes, etc. Ce type de discours exploite généralement comme un leitmotiv le laxisme de la justice, alors que chaque année, plus d'un demi-million de personnes font l'objet de condamnations par les juridictions répressives françaises. Bien qu'un consensus existe quant à la nécessité de privilégier une réponse sociale et préventive à la délinquance, l'immédiateté de la demande sécuritaire des responsables politiques nationaux et locaux se situe de plus en plus dans une logique de répression qui se décline forcément en intervention policière, en interpellation, en déferment, en emprisonnement, etc. La tentation est grande alors de vouloir appliquer ce modèle de tolérance zéro, qui aurait expliqué la spectaculaire diminution de la criminalité à New York,
Le niveau de criminalité a baissé des 3/4 entre 1993 et 2010, cette évolution étant particulièrement significative en matière d'homicide, dont le nombre a été pour ainsi dire divisé par 4. Cette dérive est d'autant plus séduisante que, à très court terme, la répression policière à outrance permet généralement d'obtenir des résultats immédiats, surtout quand le niveau de délinquance est élevé, le danger étant de considérer que dès lors, cette option coercitive soit de nature à réduire en profondeur et durablement la délinquance, alors que, objectivement, ce type de traitement dépasse largement le cadre policier et judiciaire. Cet extrémisme sécuritaire est d'autant plus perfide qu'il dépasse les clivages politiques et se trouve exprimé par des personnalités dont on ne peut soupçonner l'attachement aux valeurs républicaines. Pour autant, il risque fort de construire, jour après jour, discours après discours, mesure après mesure, une société disciplinaire pratiquant la punition généralisée, Foucault 1975, avec ses cohortes de policiers, ses kilomètres de règles de droit répressives, ses hectares de prison, ses myriades de caméras, ses pans de stigmatisation, ses fossés de méfiance et d'incompréhension. Et si, au contraire, l'insécurité n'était en somme que le prix à payer pour la persistance voire l'aggravation des inégalités sociales, avec leur lot de misère et de relégation. Pourquoi ne pas alors considérer que les vols soient un équivalent fonctionnel, qu'ils prolongent et corrigent la faiblesse des mécanismes de redistribution? Et comme la prison ne remplit que partiellement sa mission de réinsertion, pourquoi alors continuer d'encager des individus? Si la sécurité n'est pas le souverain moyen de résoudre les phénomènes de délinquance, une société civilisée, ou qui postule à le devenir, ne peut se résoudre à l'insécurité sans déployer des parades, avec comme exigence que ces dernières soient compatibles, dans leur définition normative comme dans leur mise en œuvre effective, avec les fondements de l'état de droit. Aussi les préoccupations relatives à l'insécurité ne sont-elles pas, contrairement à ce qu'avance avec constance Loïc Vacan, 2004, à partir, il est vrai, d'observation de la société américaine, l'effet d'une technique d'invisibilisation des problèmes sociaux, de criminalisation de la misère, produite par l'idéologie néolibérale amorale, voire l'artifice permettant de traiter cyniquement par la criminalisation les questions d'exclusion et de misère. Contraindre les pauvres à la délinquance, les traîner devant les juges, puis les mettre en prison, où ils peuvent représenter incidemment une main-d'œuvre bon marché, pour permettre parallèlement une mise en panne plus ou moins délibérée des politiques de redistribution et d'intégration. Il ne s'agit donc pas d'opposer sécurité et liberté, sociale et pénale, déterminismes sociaux et responsabilité individuelle, mais de construire une réponse à l'insécurité qui, dans l'état actuel des choses, ne peut se passer des ressources policières, judiciaires et pénitentiaires. Comme a pu le noter Didier Perra 2003, la relation indéniable du crime au social ne fait pas disparaître les traits spécifiques du crime, elle ne doit donc pas servir de prétexte pour refuser d'assumer une politique de sécurité autonome. L'angélisme sécuritaire, c'est ainsi considérer que la répression est le mal absolu et la prévention la solution. Sans minorer la nécessaire action en amont de la transgression de la norme, qu'il s'agisse d'une prescription du code de la route ou du code pénal, si l'efficacité même indirecte est différée, limitée et contingente de la prévention ne souffre guère de contestation, le déploiement de mesures avant même l'acte délinquant peut comporter des risques potentiels d'atteinte aux droits et libertés du citoyen. Il y a une dizaine d'années, en lien avec les orientations du rapport Benisti 2004 et d'un rapport de l'INSERM 2005, les débats sur la prévention précoce ont permis de montrer les travers potentiels de toute action préventive qui présuppose qu'une catégorie d'individus, en l'espèce des enfants en bas âge, est potentiellement en situation de devenir délinquante, ce qui peut légitimer des mesures d'ordre médical, social, éducatif pouvant poser problème en termes de respect de la vie privée et de la différence, Cario, 2004, Malochet G. 2010. Pour la défense de la répression, on peut considérer que dans une démocratie pluraliste qui s'efforce de préserver vaille que vaille, la présomption d'innocence et les droits de la défense, celle-ci n'intervient dans l'absolu à partir du moment où un fait de délinquance a été commis, ce qui autorise, le cas échéant, des investigations policières orientées normalement vers la manifestation de la vérité, encadrées par des règles juridiques et déontologiques et soumises au contrôle des magistrats et du défenseur des droits, le tout sous le regard attentif des médias et des associations de protection de la personne.
Il ne s'agit donc pas de prétendre que la répression soit un système parfait, comme le rappellent en permanence différentes affaires, bavures, qu'elles soient policières ou judiciaires ou les deux à la fois. Les brimades lors des contrôles d'identité, les coups lors des gardes à vue, les années de détention préalables pour de présumés coupables de pédophilie innocentés par les cours d'assises, sont autant de tragédies qui témoignent combien la répression est un outil irrémédiablement difficile à maîtriser, qui a une sombre tendance à échapper aux logiques de professionnalisation marquant l'avènement de ce que Max Weber appelait la domination légale rationnelle. S'il n'existe pas de solution répressive à l'insécurité, il serait périlleux de faire l'économie, par méconnaissance et angélisme, de réponses sécuritaires, même si les limites à l'exercice d'un contrôle externe sociétal de la police, de la justice et de la prison peuvent éveiller certaines inquiétudes légitimes quant au respect dans l'exiguïté d'un local de garde à vue ou d'une cellule surpeuplée, des droits fondamentaux de la personne. Cette approche dichotomique, entretenue par les épisodes les plus sinistres de notre histoire politique, aboutit à considérer que l'ordre est forcément suspect de collusion avec les nantis, les puissants, les méchants, ce qui amène à légitimer le désordre, à en faire, plus ou moins consciemment, une forme de résistance si ce n'est à l'oppression, au moins au pouvoir autoritaire. Comment peut-on soutenir que rouler à 180 km/h, cracher sur un CRS ou le qualifier de SS, séquestrer un dirigeant d'entreprise, ne pas déclarer tous ses revenus, fumer un petit joint, laisser son chien crotter sur les trottoirs, acheter des vêtements contrefaits ou encore pirater de la musique sur Internet, c'est, en somme, revendiquer et reconquérir des plages de liberté confisquées par l'État. Pourquoi ne pas alors considérer qu'il en soit de même pour ce qui est du visionnage de pédopornographie sur Internet, de l'apologie des attentats terroristes, de l'injection d'héroïne, de la conduite en état d'ivresse ou de la consommation de prostituées mineures. 3. Une considération pour la victime. Le sentiment d'insécurité, les violences urbaines, la délinquance juvénile, les incivilités, les violences scolaires. Autant de mots, de concepts, d'images aussi qui par-delà leur banalisation ne sauraient exprimer la souffrance, le désespoir, la colère de ces nombreuses victimes qui peuplent notre quotidien. Avant toute chose, l'insécurité est une oppression pour l'individu, dans la chair et l'esprit duquel elle imprime une trace souvent indélébile. L'insécurité constitue un objet de préoccupation sociale, de réflexion scientifique, de politique publique. Pour autant, il n'y a guère que l'examen de situations individuelles pour rendre compte de l'effectivité d'un phénomène que la victime d'une agression ou d'un cambriolage, atteinte dans son intégrité physique et dans ses possessions, s'efforce de décrire, d'expliquer et d'exorciser. Ainsi, l'insécurité, c'est avant tout une litanie d'histoires individuelles. Et même si d'ordinaire, cette considération pour la dimension individuelle humaine de l'insécurité est rapidement rangée dans le dossier du sentimentalisme que l'observateur se doit de dissimuler sous la pile de faits et de données collectées, il paraît incongru d'appréhender ce phénomène sans exprimer une préoccupation pour tous ceux pour lesquels l'insécurité est souffrance et peur, dommage et traumatisme. Il ne s'agit pas pour autant d'en tirer des conclusions simplistes et alarmistes, voire nauséabondes sur l'état catastrophique d'une société française entrée de plain pied dans l'hyperviolence façon Orange Mécanique. Oberton 2015. La victime fait partie intégrante du phénomène criminel et de la réponse à l'insécurité. Baril, 2002. Chacun d'entre nous a été victime, à un moment ou à un autre, ou tout au moins compte dans son entourage immédiat, dans sa famille, ses collègues de travail, un certain nombre de victimes de l'insécurité, de sorte que ce fait social tente à s'insinuer dans le quotidien des populations par la multiplicité et la diversité de ses manifestations et de ses représentations. Si le phénomène n'est pas nouveau, il est perçu de plus en plus comme une agression intolérable. L'insécurité est en nous, l'insécurité est partout. C'est un phénomène protéiforme et totalitaire, qui tend à affecter le corps social dans chacune de ses composantes. Individus, administrations, entreprises, associations, etc. L'inscription de l'insécurité sur l'agenda public s'explique, on le verra, par la pression exercée par le phénomène dans la vie quotidienne des Français, notamment à la faveur de ces nombreuses manifestations dans l'espace public. Pour autant, le cercle des proches et de la famille, le domicile, demeurent les principaux lieux de violence et d'insécurité, à l'encontre de personnes pouvant être faibles et vulnérables, conjoints, enfants, personnes âgées, handicapés.
Ces violences généralement dissimulées, les victimes pouvant se sentir honteuses et culpabilisées, peuvent avoir des conséquences graves tant au plan physique que psychologique, pouvant aller jusqu'à l'homicide et au suicide. Le noyau familial est souvent le réceptacle de pulsions violentes non exprimées dans la vie sociale et induites par des antécédents individuels, des conditions de vie précarisées et leurs conséquences, alcoolisme, toxicomanie, et des conceptions culturelles des relations hommes-femmes. Ces violences s'exercent dans l'intimité, à l'abri du contrôle social et de la sanction, posant d'indéniables problèmes en termes d'identification, signalement et quantification, et d'action publique, réponse judiciaire et sociale. Le dispositif d'enquête annuelle de victimation, cadre de vie et sécurité, INSEE-ONDRP réalisé entre 2007 et 2014 a établi que, pour les années 2012 à 2013, 4,2% des hommes et 4,8% des femmes de 18 à 75 ans ont déclaré avoir subi au moins un acte de violence physique ou sexuelle. Plus de 80% des victimes de violences intrafamiliales ne se sont pas déplacées à la police ou à la gendarmerie, le taux de plainte variant alors de moins de 2% pour les violences sexuelles à près de 20% pour les violences avec blessures physiques visibles. C'est manifestement le cas s'agissant des violences conjugales, par-delà les efforts de prise en compte par le système judiciaire, Dieu et Suard 2008, qui explique un accroissement significatif des plaintes déposées au cours des dernières années. En France, une femme sur 10, âgée de plus de 20 ans, serait victime de violences conjugales. L'ANVEF, Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, 2000, a montré que sur la base d'un échantillon représentatif de 6 970 femmes âgées de 20 à 59 ans vivant en couple, 9,4% en couple ont été en situation de violence conjugale au cours des 12 derniers mois, dont 2,7% en situation d'enfers conjugaux. En moyenne, une femme est tuée par son compagnon tous les 2 jours, Branger, 2005, soit 174 personnes tuées, 148 femmes et 26 hommes en 2012. Les violences non mortelles sur des femmes dans le couple ont atteint en 2011 53 868 contre 8 538 sur des hommes. À cela il faut ajouter les inscriptions sur les mains courantes, déclarations déposées dans les commissariats, qui font état de 108 500 différends entre époux ou concubins. Au sein du couple, la violence peut aussi être de nature sexuelle. 906 plaintes ont été enregistrées la même année pour des viols commis par le compagnon. S'agissant justement des violences sexuelles, l'enquête CSF, Contexte de la sexualité en France 2006, de l'INED a établi que sur la base d'un échantillon représentatif de 10 403 personnes âgées de 18 à 69 ans, 6,8% des femmes et 1,5% des hommes ont été victimes d'un viol au cours de leur vie, principalement avant la majorité et dans le cadre du cercle de famille. Il y aurait donc un chiffre compris entre plus de 50 000 et au moins 120 000 femmes majeures violées chaque année en France. Qu'il soit commis par un membre de la famille, par un conjoint, une relation proche, un parfait inconnu ou un groupe d'individus, le viol apparaît comme le crime GENRE accent aigu par excellence qui demeure que très partiellement dénoncé à la justice. Dans l'enquête ANVEF, 57% des femmes déclaraient n'avoir jamais parlé du viol dont elles avaient été victimes, cette proportion se situant à hauteur de 46% dans l'enquête CSF, le Goasiou 2011. Les viols déclarés au service de police, qui ne constituent qu'une partie limitée du nombre de faits commis, moins de 10%, ont connu une hausse de 18% entre 2010 et 2014, passant de 10 762 faits à 12 768, ce qui représente presque un viol déclaré toutes les 40 minutes, en espérant alors que cette hausse soit liée à un accès plus grand des victimes à la justice. Les chiffres des violences sexuelles sont atterrants. Suivant les études et les pays, elles toucheraient entre 20 et 30% des personnes au cours de leur vie. Sur la période 2012 et 2013, selon le dispositif d'enquête annuelle de victimation, cadre de vie et sécurité, INSEE-ONDRP réalisé entre 2007 et 2014, 1,2% des femmes ont été victimes de violences sexuelles hors ménage, cette proportion se situant à hauteur de 2,5% s'agissant des violences physiques et sexuelles perpétrées à l'intérieur du ménage. Depuis une vingtaine d'années, le système pénal français, découvre la victime, même si l'on observe encore un décalage entre théorie et pratique. Cette reconnaissance a d'abord été engagée sur un plan indemnitaire. Dans le même temps,
les recherches en victimologie ont souligné la nécessité de dépasser ce cadre strictement matériel par la mise en place de dispositifs d'assistance, de conseil et d'aide aux victimes au regard des conséquences psychologiques et sociales de la victimisation. Cario 2003-2012. Malgré ces avancées, l'application des droits des victimes demeure incomplète. Une autre forme de réponse aux besoins des victimes est apportée par le marché de la sécurité situationnelle et assurantielle. Cependant, cette privatisation déguisée risque de creuser davantage les inégalités puisqu'elle obéit à une logique de profit, fondée essentiellement sur la solvabilité des individus. Historiquement, l'intérêt de la victime a été oublié avec l'émergence de l'État, dans lequel s'incarne l'intérêt collectif, public, par opposition à l'intérêt personnel, privé de la victime. En s'éloignant peu à peu de l'esprit de vengeance, considéré comme un comportement primitif, le système social a adopté, plus ou moins consciemment, une attitude de méfiance à l'égard de la victime. Les notions de sentiment d'insécurité et de prévention situationnelle ont toutefois permis d'amener progressivement les victimes au premier plan, même si la recherche universitaire, l'institution policière et le système pénal préfèrent encore se focaliser sur le délinquant. Aujourd'hui, en France, 3 types d'accompagnement sont proposés à la victime. L'accompagnement social par la sécurité sociale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, les compagnies d'assurance, le médecin conseil de victimes, les services sociaux ou encore le mouvement associatif. L'accompagnement judiciaire dans le cadre du défraiement des frais de justice, de l'aide juridictionnelle et de la médiation pénale, la prise en charge médico-psychologique par les associations des aides aux victimes. Environ 200 associations subventionnées par le ministère de la Justice, pour la plupart au niveau du réseau de l'INAVEM, Institut national d'aide aux victimes et de médiation, qui comprend 760 lieux d'accueil et 150 permanences dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, avec environ 1500 intervenants de terrain. La considération de la victime par le système pénal reste donc singulièrement à améliorer, dans le sens, d'une part, d'accompagner au plan judiciaire, matériel, psychologique et social la victime dans une stratégie globale de restauration, d'autre part, de sanctionner pénalement l'infracteur dans une perspective affirmée de résocialisation. Lors des victimations graves, notamment les violences intrafamiliales, peuvent subvenir des perturbations psychiques ou psychologiques, victimation aiguë ou chronique, exclusion symbolique, névrose traumatique, stress aigu ou post-traumatique, en cas de confrontation à la mort par exemple. Ces perturbations, si elles ne sont pas correctement prises en charge, risquent de provoquer des troubles physiques, mais aussi un bouleversement du quotidien des victimes au plan social, déstabilisation familiale, désadaptation professionnelle, tensions dans les relations interpersonnelles, difficultés financières, etc. Par conséquent, la prise en charge des victimes doit être globale. Afin d'abréger les souffrances ressenties et d'éviter que ces dernières s'aggravent, l'accompagnement psychologique et social doit être mis en place à tous les stades, dans l'immédiat, le post-immédiat, le moyen, voire le long terme, c'est-à-dire en somme du traumatisme à la restauration. 4. Réponse ou solution à la délinquance ? Éloigné de tout penchant à la polémique par inclination au débat, et à l'ésotérisme par penchant à la systématisation, ce livre a pour objectif de dresser un état des lieux des principaux questionnements en relation avec la lutte contre la délinquance dans la France d'aujourd'hui. Son titre, Réponse à la délinquance, s'inspire de l'intitulé des 2 rapports ayant largement contribué à inscrire sur l'agenda public cette question désormais aussi centrale que celle de l'éducation et de la santé. D'un côté, le rapport Perrefit, Réponse à la violence, 1977, de l'autre, le rapport Bonne Maison face à la délinquance, Prévention, répression, solidarité, 1983. Cette notion de réponse à la délinquance semble opérante même si elle a pu être réduite à celle de la délinquance des mineurs, notamment avec le rapport Lazerge et Baldwick, Réponse à la délinquance des mineurs, 1998. Il existe en effet une formidable incompréhension en ce domaine, entretenue par une incapacité congénitale des responsables politiques à faire preuve d'une certaine lucidité, voire humilité et franchise face au crime, qui a accompagné inlassablement le développement des sociétés humaines en devenant ce phénomène normal, qu'évoque Durkheim. Face au phénomène criminel dans la diversité de ses manifestations,
il est indispensable de bien séparer ce qui participe du domaine des solutions de ce qui relève de celui des réponses. Apporter des solutions à la délinquance suppose d'agir en effet sur les causes les plus fondamentales du passage à l'acte criminel, notamment sur les carences objectives ou ressenties par l'individu en termes d'attention et d'affection, de maîtrise de soi et de perspective, d'intégration et de contrôle, de soins et de ressources. À l'évidence, il s'agit là d'une vaste entreprise qui relève des politiques sociales, économiques, éducatives et culturelles, avec le constat sociologique classique selon lequel, sans omettre la responsabilité individuelle, la délinquance procède évidemment de déterminismes sociaux. Aussi le projet d'y apporter des solutions impose d'inscrire ces dernières dans le registre de mesures tendant entre autres à réduire les inégalités sociales, à favoriser l'intégration des populations étrangères, à promouvoir l'insertion professionnelle notamment des jeunes, à remédier à la carence en matière de logement, à lutter contre l'échec scolaire, à faciliter la prise en charge des problèmes de santé mentale, etc. Si l'insécurité n'est pas une fatalité, elle n'est pour la plupart de ces manifestations qu'une des conséquences de l'exclusion sociale, de sorte que sa résorption, loin de reposer uniquement sur des prescriptions répressives, suppose assurément une action permanente et énergique, globale et structurelle sur les facteurs de précarisation des individus, au rang desquels figure bien évidemment le chômage. L'action de la police et de la justice, voire plus largement la production de sécurité, ne participe donc que marginalement aux solutions éventuellement apportées, au niveau sociétal, à la délinquance. La contribution des policiers, gendarmes et policiers municipaux, des magistrats, des surveillants de prison, des douaniers, des entreprises de sécurité privées, des collectivités locales et autres organismes publics et privés impliqués dans les politiques de sécurité relève d'un autre positionnement qui est celui des réponses à la délinquance. Répondre à la délinquance, c'est s'opposer par des moyens tout à la fois préventifs, dissuasifs et répressifs, aux manifestations du phénomène, en agissant contre les auteurs et dans le meilleur des cas au profit des victimes, que les uns et les autres soient réels ou potentiels. Ces actions ont pour objectif manifeste d'empêcher la propagation du phénomène et de permettre, en somme, à la société de s'en raccommoder, c'est-à-dire de faire en sorte que la menace que représente le crime altère le moins possible le fonctionnement pacifié du système social, en limitant le plus possible les actes de violence, les dégradations et atteintes de toute nature aux personnes et à leur possession. En d'autres termes, il s'agit de maintenir les manifestations du phénomène criminel à un niveau si ce n'est acceptable au moins tolérable par le corps social, voire de les réduire au maximum. Il n'y a donc guère que les mesures de dissuasion, notamment le renforcement de la présence policière et de la sanction pénale, et de neutralisation, l'enfermement comme moyen d'empêcher les criminels de commettre des infractions, au moins pendant leur incarcération et à l'extérieur des murs des prisons, pour éventuellement s'immiscer dans des proportions probablement limitées dans le registre des solutions. Le reste des actions menées dans le domaine de la sécurité s'inscrit donc bien dans celui des réponses, ce qui ne remet pas en cause la légitimité et la nécessité de ces dernières. En effet, les réponses à la délinquance, même si elles ne permettent pas d'envisager d'agir en profondeur sur le phénomène et de le réduire dans des proportions significatives, n'en sont pas moins parfaitement fondées, d'abord, dans l'absolu, pour préserver la société de la guerre civile, du chaos et de la dislocation. Elles s'efforcent de protéger les fondements normatifs du système social de toute remise en cause fâcheuse, en faisant en sorte que, si la règle de droit est violée, une réponse est susceptible d'être apportée par la puissance publique, en termes d'identification et de sanction de l'auteur. Plus concrètement, les réponses à la délinquance peuvent produire des prestations de services publics sous la forme, ici, d'une meilleure prise en charge des victimes de violences conjugales, là, d'une mesure de prévention des conduites addictives, ici, d'une action partenariale de nettoyage des tags, là, de l'installation d'une chaîne d'alerte par SMS au profit des commerçants, ici, d'une présence accrue des policiers municipaux sur le terrain, là, d'une opération tranquillité-vacances pour prévenir les cambriolages, etc. En d'autres termes, à l'image des pompiers intervenant pour éteindre un incendie et porter secours aux populations, les acteurs publics et privés engagés dans les réponses à la délinquance apportent une contribution irremplaçable à la sécurité de leurs concitoyens, en agissant positivement sur leur cadre et leurs conditions de vie,
sans avoir pour autant la capacité véritablement d'empêcher la survenance des phénomènes motivant leur intervention. Aussi, parce qu'il a pour objet les réponses à la délinquance, ce livre abordera ces différentes questions, à partir des travaux publiés dans le champ scientifique, mais aussi des recherches menées par l'auteur au cours d'un parcours universitaire débuté dans les années 1980. À cet égard, il fait suite à un précédent ouvrage, publié il y a une quinzaine d'années, qui avait contribué à montrer le bien-fondé du recours à la boîte à outils des politiques publiques dans le domaine de la sécurité, Dieu 1999a. Les questions de méthodologie de la sécurité ne seront pas abordées dans le présent ouvrage, compte tenu de la publication prochaine et dans la même collection, d'un ouvrage présentant les instruments de mesure, de diagnostic, de suivi et d'évaluation au service des politiques urbaines de prévention et de sécurité. Dans un souci didactique, car ce livre s'appuie aussi sur des enseignements dispensés à l'Université Toulouse-Capitole depuis 1994 au niveau du DESS, Sécurité, Police et Société, devenu en 2004 le Master Politique et Sécurité. Il a été fait le choix de rassembler, à la faveur de 7 chapitres, ces différents questionnements. Le premier est consacré aux diverses facettes de l'insécurité, abordé comme un objet de mobilisation pour le pouvoir politique, chapitre 1. Les chapitres suivants abordent la production de sécurité, appréhendée comme une affaire résolument d'État en dépit de l'émergence d'un partenariat local, chapitre 2, puis les politiques de prévention de la délinquance, chapitre 3, avec une attention particulière pour la problématique des territoires, chapitre 4. Enfin, et compte tenu de leur importance dans les réponses à la délinquance, les 3 derniers chapitres traitent plus spécifiquement des questions de police, à partir d'une réflexion sur la fonction policière avec comme voie d'entrée les notions de violence policière et de police de proximité, chapitre 5, puis d'une présentation des composantes du système policier français, chapitre 6. Chapitre 1 – L'épreuve de l'insécurité. La situation d'insécurité engendrée par les actes déviants se décompose en 2 volets. L'insécurité réelle, c'est-à-dire la situation effective résultant de l'état objectif de la délinquance. L'insécurité ressentie que traduit l'idée de sentiment d'insécurité qui se manifeste par des sensations d'angoisse et de peur dictées par les représentations intersubjectives des phénomènes de délinquance. Insécurité réelle et insécurité ressentie, insécurité objective et insécurité subjective, délinquance et sentiment d'insécurité constituent les 2 facettes d'un même phénomène, qui se développe sur un plan matériel, sous la forme d'atteinte aux personnes et aux biens, mais aussi sur un plan psychologique, en produisant alors des sentiments de peur personnelle s'appuyant sur l'anticipation des apostrophes. Une atteinte physique ou matérielle et des préoccupations sécuritaires traduisant une inquiétude diffuse concernant la délinquance et ses causes supposées. Furstenberg, 1971. L'insécurité, épreuve pour le corps social, est devenue un objet de préoccupation politique depuis la fin des années 1970. La question du sentiment d'insécurité a fait, quant à elle, une intrusion remarquée dans le débat public, notamment en raison de ses relations ténues avec les faits de délinquance. À la jonction des volets objectifs et subjectifs de l'insécurité, à la manière un peu d'un chaînon manquant explicatif, les incivilités sont devenues un objet d'intervention publique, ayant donné lieu à la mise en œuvre de politiques de sécurité agressives, comme ce fut le cas dans les années 1990 à New York avec l'expérience controversée de tolérance zéro. 1. L'inscription sur l'agenda public. Si le besoin de sécurité et le sentiment d'insécurité sont des phénomènes dont les prémices se perdent dans les débuts de l'humanité, Delumeau, 1989, et dont les usages politiques s'inscrivent dans la dynamique des rapports de pouvoir, Robin 2006,
la sécurité, en tant que question politique majeure et objet de politique publique, est une donnée relativement récente, dont le point de départ peut être situé il y a une quarantaine d'années avec le rapport Perrefit. Admettre qu'il soit possible d'identifier des politiques publiques de sécurité suppose de reconnaître, outre l'inscription sur l'agenda politique des problèmes de sécurité, la détermination d'une ligne d'action caractéristique et la définition de mesures générales et sectorielles destinées à lutter contre l'insécurité et la délinquance. Cette notion de politique publique peut être prolongée par celle d'action publique, pour prendre en compte l'ensemble des interactions qui interviennent avec différents domaines, comme par exemple l'éducation, l'immigration et la citoyenneté. Les politiques publiques de sécurité peuvent être définies comme un ensemble de décisions et de mesures prises par les instances politiques légitimes, dont l'objectif expressément défini est d'apporter, par la mobilisation des organisations sécuritaires de régulation sociale et le cas échéant, d'autres partenaires publics et privés, collectivités locales, associations, entreprises, etc., des réponses effectives aux diverses formes d'insécurité induites par le phénomène délinquant. Bien que purement opératoire, cette définition suppose quelques précisions. En premier lieu, l'emploi du pluriel s'impose compte tenu de la diversité des modalités d'intervention de la puissance publique, ce qui conduit à souligner l'absence d'homogénéité de l'ensemble des réalisations rattachables à cette idée de politique publique de sécurité. Par ailleurs, cette action publique sécuritaire apparaît comme une manifestation structurée et volontariste de la fonction de régulation sociale, de sorte que, sous réserve d'une logique actuelle d'élargissement en direction de nombreux acteurs sociaux, les organisations policières en demeurent les principaux instruments. Aussi, parce qu'elles ont pour objet non de sanctionner les actes de délinquance, mais de les faire cesser, voire d'empêcher leur survenance et ce faisant, de protéger les personnes et les biens, les politiques publiques de sécurité doivent-elles être distinguées des politiques publiques judiciaires et pénitentiaires, même si ces trois formes d'action publique peuvent faire appel aux mêmes organisations et mécanismes de régulation sociale. A. Du rapport Perrefit à la LOPS et ses prolongements. Le rapport Perrefit résulte de l'activité du Comité d'études sur la violence, la criminalité et la délinquance, composé d'une dizaine de membres, parmi lesquels des universitaires comme Jacques Ellul, institué par le décret du 23 mars 1976. Installé, le 20 avril suivant sous la présidence d'Alain Perrefit, personnalité politique, diplomate, maire de province et ministre à plusieurs reprises, et littéraire, auteur de Quand la Chine s'éveillera en 1973 et du Mal français en 1976, de premier plan, le comité devait réaliser un important travail de documentation et de réflexion à partir de l'audition des apostrophes. Une cinquantaine de personnalités et des réunions de 5 groupes de travail, aspects psychologiques et biologiques, urbanisation, habitat et changement de culture, violence et économie, protection de la jeunesse, aspects pénaux et pénitentiaires. Il remit son rapport le 27 juillet 1977, Alain Perrefit étant devenu, le 30 mars, ministre de la Justice avant d'être élu à l'Académie française, sous la forme de 8 volumes publiés par la Documentation française et sous une version plus synthétique par les presses Pocket. Le rapport contient pas moins de 500 recommandations, parmi lesquelles apparaissent les grandes thématiques orientant depuis l'action publique, notamment le décloisonnement des administrations et la décentralisation de la gestion de la sécurité, la création de petits postes de quartier et la mise en œuvre de la méthode de l'îlotage, l'amélioration des relations entre la police et la population grâce à un effort en matière de formation des policiers, la valorisation de l'action préventive, et le renforcement de la coordination entre les organisations chargées de la prévention de la délinquance. Parce qu'il appréhende l'insécurité, qui s'exprime dans le quotidien des individus par les cambriolages, vols et agressions, comme une préoccupation politique de premier rang, le rapport Perrefit constitue, en dépit de la modicité des réalisations concrètes qu'il inspirera immédiatement, un moment décisif dans la prise de conscience par les gouvernants, de la nécessité de dépasser une gestion policière et judiciaire de l'ordre public au profit d'une approche plus globale, susceptible de mobiliser les différentes administrations d'État. Par l'ampleur et la profondeur du travail réalisé, il contraste singulièrement avec les rapports qui ont pu être réalisés depuis, comme tout récemment, le rapport parlementaire sur la lutte contre l'insécurité sur tout le territoire,
sous la direction du député Jean-Pierre Blasy, octobre 2014. Catalogue insipide de constats et de préconisations, dépourvu de toute analyse d'ensemble et mise en perspective. Un comité d'application du rapport Perrefit fut institué par le décret du 3 octobre 1977, avec pour objet de proposer les mesures destinées à permettre la mise en œuvre de ces recommandations. Un des principaux prolongements de ce rapport se situe dans la création, par le décret du 28 février 1978, du Comité national de prévention de la violence et de la criminalité, qui se voyait confier pour mission de favoriser la connaissance des phénomènes de violence et de criminalité, de conseiller le gouvernement dans la politique de prévention de la délinquance et de contribuer à l'information de l'opinion sur ces questions. L'action de ce comité, qui ne devait se réunir qu'à quelques reprises, devait normalement être prolongée au plan local, avec la constitution de conseils départementaux, réunissant sous la présidence des préfets, des élus locaux, des magistrats, des représentants des administrations et des personnalités qualifiées. Dans un autre registre, la loi Sécurité et Liberté, de février 1981, à la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, est aussi une étape importante dans la mise en œuvre d'une politique volontariste de lutte contre l'insécurité, une loi largement décriée en raison de son inspiration sécuritaire faisant écho aux inquiétudes perceptibles dans l'opinion publique exprimées par la formule « La France a peur », avec laquelle Roger Gicquel avait ouvert son JT de 20h sur TF1 le 18 février 1976. Selon son article 1er, cette loi, dont les dispositions ne seront que partiellement abrogées en 1983, loi du 10 juin 1983, avait pour objet à la fois de protéger la liberté de l'individu, de renforcer sa sécurité et de combattre la criminalité en assurant la célérité de la procédure et la certitude de la peine. Elle prévoyait notamment l'extension du domaine des contrôles d'identité, du délai de garde à vue ou encore de la procédure des flagrants délits, ainsi qu'une répression pénale plus sévère pour certains actes de violence sur les personnes, prise d'otages, enlèvement de mineurs, séquestration de personnes, association de malfaiteurs, etc. Au début des années 1980, après l'été chaud de 1981, émeutes dans les cités de la banlieue lyonnaise, notamment aux Minguettes à Vénissieux, les rapports Schwartz 1982, Dubedou 1983 et Bonne Maison 1983 devaient poursuivre le travail effectué par le rapport Perrefit en insistant sur la sécurité dans les grands ensembles et la nécessité de lutter contre les délits mineurs qui, parce qu'ils affectent au quotidien l'individu dans sa personne et dans ses biens, alimentent le sentiment d'insécurité. Une vingtaine d'années plus tard, la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, LOPS, du 21 janvier 1995, véritable constitution de la sécurité, apparaît comme la manifestation la plus aboutie de cette inscription de la sécurité sur l'agenda public manifeste depuis le début des années 1980. Ce texte, constitué de 35 articles et de 2 annexes définissant les orientations de la politique de sécurité, s'articulait autour de 3 objectifs. La clarification et l'harmonisation des responsabilités des différents acteurs privés et publics participant à la sécurité. La mise en place de moyens juridiques permettant une meilleure efficacité des forces de l'ordre, la réorganisation de la police nationale et la définition de nouvelles conditions de travail pour les policiers. Si cette loi novatrice développait une approche globale et universelle de la sécurité, appréhendée comme un droit, la place prépondérante réservée à la police nationale a pu se révéler, par certains côtés, en contradiction avec le souci affiché de dépasser l'ensemble des clivages, de mettre à plat et en ordre l'architecture d'ensemble des forces. Sans entrer dans les détails de ce texte, à mi-chemin entre l'état des lieux prospectif et le catalogue de mesures, qui abordait les domaines les plus divers, du durcissement de l'encadrement des manifestations sur la voie publique à la réglementation de la vidéosurveillance, il est possible de relever, plus particulièrement, 3 principaux apports. Le renforcement des pouvoirs du préfet à l'égard de l'ensemble des services de l'État, la coordination de l'action des services de l'État, intégration du concept de sécurité dans certaines activités, urbanisme, sécurité routière, gardiennage, etc. Si la LOPS représente indéniablement un texte de référence, qui fera date par son propos et ses orientations,
On ne peut en dire autant pour les différents textes adoptés par la suite qui en constituent les prolongements. Le premier, la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, LSQ, apparaît comme un catalogue de mesures posant d'importants problèmes de lisibilité. Adoptée par le gouvernement Jospin 2 mois après les attentats du 11 septembre, cette sorte de paquet législatif circonstanciel est un assemblage pas vraiment ordonné de mesures, allant de la lutte antiterroriste au trafic d'armes, en passant par la sécurité des moyens de paiement ou encore la régulation des incivilités. Quant au deuxième, la loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, LOPSI, il s'agit également d'un texte fourre-tout, dont les principales dispositions avaient été mises en œuvre avant l'adoption de la loi, mise en place des groupes d'intervention régionaux, réforme des instances locales de prévention de la délinquance, création de la conférence départementale de sécurité. Cette formulation dispersée se retrouve dans la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, LSI, qui quant à elle, entend procéder, pour l'essentiel, à divers ajouts et modifications en matière de répression des infractions. La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance participe de cet édifice législatif déjà bien chargé, en entretenant de surcroît une certaine confusion entre politique de prévention de la délinquance et politique de sécurité publique et de répression pénale. Tout en reconnaissant à la prévention de la délinquance le statut de politique publique partenariale impulsée par l'État, ce texte aborde en effet, en 82 articles modifiant pas moins d'une quinzaine de codes, une diversité de thématiques, les chiens dangereux, le service citoyen de la police nationale, accueil des gens du voyage, la police des chemins de fer, les troubles de voisinage, les études préalables de sécurité publique, les loteries, jeux et paris prohibés, les injonctions thérapeutiques, etc., relevant de domaines plus ou moins éloignés de l'objet même de la loi. Remanié et discuté pendant près de 4 années, ayant donné lieu à des controverses, oppositions et mobilisations, notamment de la part des professionnels du travail social, ce texte entendait agir principalement sur la protection de l'enfance, que ce soit en matière éducative ou vis-à-vis des infractions sexuelles, sur la primodélinquance, la préservation contre soi-même, notamment les conduites addictives, ou encore sur la récidive. Enfin, une dernière péripétie législative est intervenue avec la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, LOPSI. Au terme d'un parcours législatif de 2 années, ce texte ambitionnait d'actualiser la LOPSI de 2002 en définissant des orientations pour la politique de sécurité à horizon 2013. La sécurité partout et pour tous, avec pêle-mêle, l'annonce de moyens budgétaires supplémentaires, l'introduction de la notion de performance, le développement de la police scientifique et les rapprochements entre la police et la gendarmerie. Une nouvelle fois, il s'agissait donc d'une compilation de réponses normatives et ponctuelles dépourvues d'une cohérence d'ensemble et d'une vision globale. Le texte abordait la récidive, la délinquance routière, la cyberpédopornographie, l'instauration d'un couvre-feu pour les mineurs, la vidéosurveillance, rebaptisée vidéoprotection, l'action des polices municipales et des entreprises de sécurité privée, mais aussi la distribution d'argent sur la voie publique, la révélation de l'identité des agents des services de renseignement ou encore l'extension des zones de compétence des préfets délégués à la sécurité. Le Conseil constitutionnel a sérieusement entamé les apports du texte, en invalidant, par sa décision du 10 mars 2011, 13 des 142 dispositions du texte adoptées par le Parlement, notamment l'extension aux mineurs de l'application de peines minimales, l'autorisation donnée au procureur de la République de faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans saisir au préalable le juge des enfants, installation de caméras de surveillance par des opérateurs privés pour scruter les abords de leurs installations, l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire au directeur de police municipale, la délégation à des opérateurs privés de la gestion des centres de surveillance urbaine,
La reconnaissance pour les polices municipales de la possibilité de pratiquer des contrôles d'identité sous l'autorité d'un officier de police judiciaire. Au-delà des réalisations concrètes auxquelles ces différentes lois ont pu, le cas échéant, donner lieu, en matière essentiellement de moyens budgétaires et juridiques supplémentaires pour les forces de police et de gendarmerie, elles apparaissent d'abord sur un plan formel, comme des catalogues de modifications de règles juridiques ajoutant à L', inflation normative et réglementaire. 80 000 pages de circulaires ont été produites pour la seule année 2012, et entretenant l'illusion collective selon laquelle il est possible de résoudre des problèmes sociaux, voire de changer la société avec des lois et des décrets. Ensuite, sur un plan plus général, préalablement à leur adoption laborieuse et agitée, dans la cacophonie sécuritaire ambiante, ces lois procèdent d'une logique de communication politique, destinée à traduire pour l'opinion publique, un volontarisme gouvernemental empruntant la voie formelle et médiatisée de la mise en scène législative, pour au final un impact somme toute modéré sur l'insécurité. Aussi ce volontarisme législatif en matière de sécurité, comme dans bien d'autres domaines, est surtout la manifestation d'une impuissance structurelle à porter des coups significatifs aux phénomènes délinquants, dans la mesure où chaque nouvelle loi apparaît de manière latente comme un aveu d'inefficacité du texte précédent, tout en étant condamnée elle-même à être assez rapidement effacée par un autre texte, ce qui conduit les acteurs appelés à la mettre en œuvre à l'accueillir avec beaucoup de scepticisme, voire de cynisme, en alimentant des apostrophes. Autant les résistances et inerties au changement, une nouvelle loi, une de plus en attendant la prochaine. Tout en ayant perdu en clarté et en lisibilité par une obsession de technicité juridique et de modification des multiples textes en vigueur, la loi devient alors une simple actualisation de normes complexes et fragmentées qui, en dépit de leurs ambitions affichées, paraissent ne pouvoir dépasser le stade des ajouts précaires et des déclarations de principe. B. Étiologie de la demande contemporaine de sécurité. Cette inscription en bonne place des problèmes sécuritaires sur l'agenda public s'explique d'abord, sur un plan général, par la complexification des structures sociales accroissant la fréquence des occasions de délinquance, notamment contre les biens de consommation. Ainsi, Lee Cohen et Marcus Felson, 1979, ont pu montrer que l'augmentation des cambriolages aux États-Unis dans les années 1960 et 1970 était en relation avec les mutations de la société de consommation, la montée en puissance des classes moyennes, la généralisation de l'automobile et de l'habitat pendulaire, l'accroissement du nombre de biens des équipements de haute technologie dans les domiciles, télévision, magnétoscope, etc. Et le développement du taux d'activité féminin, ce nouveau mode de vie qui a traversé par la suite l'Atlantique, conduisant à laisser dans la journée de plus en plus de foyers bien équipés sans présence et surveillance, et donc à les rendre plus attractifs et vulnérables à la délinquance de prédation. Aussi, en suscitant un besoin irrépressible de consommation par le marketing et la publicité, la société capitaliste produit-elle, si ce n'est ses propres fossoyeurs comme le prophétisait Marx, au moins ses propres délinquants. Pour paraphraser ce que Jaurès écrivait à propos de la guerre, on pourrait aussi dire que le capitalisme porte en lui l'insécurité, comme la nuée porte l'orage. En effet, dans un contexte général d'individualisme forcené et de dilution du sentiment d'impunité, le relâchement de la pression exercée par les instances traditionnelles de contrôle social, notamment la famille et l'école, a conduit les individus précaires sur fond de chômage et d'inégalité sociale, à ne plus être en mesure d'accepter une situation économique les privant largement de l'accès aux biens de consommation courants. Le système capitaliste, qui suppose en permanence la consommation par le plus grand nombre de biens rendus d'usage courant, voitures, produits électroménagers, ordinateurs, téléphones portables et smartphones, tablettes informatiques, etc., développe en même temps des vulnérabilités et des convoitises, c'est-à-dire des opportunités de passage à l'acte délinquant et des délinquants potentiels. Coincés entre un besoin de consommer et une absence de ressources, certains peuvent alors être tentés de trouver dans la délinquance le moyen de résoudre cette contradiction devenue insupportable, en recherchant des ressources qui font cruellement défaut, en portant atteinte aux biens d'autrui et en empruntant les voies de l'économie clandestine. Alors le trafic de stupéfiants, le vol et le recel, le racket ou le recours à la contrefaçon vont permettre d'accéder à ces biens de consommation courante avec leurs vertus symboliques et ostentatoires.
Cette délinquance d'appropriation, qui constitue la partie la plus importante de la délinquance constatée, est donc indissolublement liée à cette sacralisation de l'acte de consommation qui est à la base du développement capitaliste des sociétés occidentales. De manière paradoxale, la demande de sécurité est également en lien direct avec les moyens développés par l'État pour justement y répondre, les efforts déployés en ce domaine pouvant avoir pour effet latent de stimuler le sentiment d'insécurité. En somme, produire de la sécurité objective, c'est aussi entretenir l'insécurité ressentie. Comme a pu le noter Robert Castel 2003, l'insécurité moderne ne serait pas l'absence de protection, mais plutôt leurs envers, leur ombre portée dans un univers social qui s'est organisé autour d'une quête sans fin de protection ou d'une recherche éperdue de sécurité. Dans un registre similaire, la mobilisation sociale et politique contre l'insécurité résulte aussi de l'intrusion des mêmes logiques capitalistes dans le secteur de la sécurité. Dans son livre sur la société du risque, 1986, le sociologue allemand Ulrich Beck, 1944 à 2015, observait déjà que, à l'ère de la modernité réflexive, les besoins de sécurité croissants de la population occidentale, relayés par la diffusion de la notion de sentiment d'insécurité, justifiaient le développement d'une économie de marché florissante susceptible de répondre à une demande de surveillance et de protection. Cette présence envahissante du risque conditionne, selon lui, une influence grandissante de l'innovation scientifique et technique qui, loin de réduire le risque, contribuerait plutôt à sa diffusion. Tout à la fois producteur d'une délinquance d'appropriation, le capitalisme s'est trouvé fondé à proposer des réponses sécuritaires marchandes, en activant avec l'essor de la sécurité privée, des ressources technologiques et humaines, les premières étant généralement sophistiquées et onéreuses et les secondes plutôt sous-qualifiées et exploitées de manière à maximiser les profits. La croissance des besoins de sécurité a également conditionné une inflation des ressources publiques mobilisées contre la délinquance, ayant tendance à s'auto-entretenir et à justifier l'aggravation constante de la répression pénale. Ainsi, une des raisons de l'inflation carcérale américaine, 2,3 millions de détenus et 5 millions de personnes en probation ou libération conditionnelle, semble également se situer dans la constitution des apostrophes. Un imposant corps de surveillants de prison, 220 000 personnels de surveillance et 260 000 cadres et personnels administratifs. Dieu, 2012, les détenus étant devenus le gagne-pain du personnel de l'administration pénitentiaire, leur garantie de sécurité de l'emploi, McRae 2010. Ce capitalisme sécuritaire mondialisé se nourrit donc conjointement d'une insécurité médiatisée et d'une économie du contrôle social justifiée et servie par les populations les plus précarisées. L'attention plus grande à l'égard de la délinquance peut apparaître également comme une des manifestations du processus de civilisation des mœurs, Elias, 1939. D'abord urbain avant d'investir à partir du XVIIe siècle, les campagnes jusqu'alors en proie à la violence, Muchambled, 1989, produisant une intolérance croissante du corps social à l'égard de la violence déviante et un accroissement de la demande de sécurité adressée à la puissance publique. À l'inverse, on a pu considérer qu'il s'agissait plutôt, à l'aune de la recrudescence des comportements violents ces dernières années, des conséquences de la remise en cause globale de ce processus, se traduisant par un affaiblissement de l'autocontrôle et un allègement des hiérarchies traditionnelles sur fond de croissance du chômage, des inégalités et des exclusions générant des sentiments de frustration et d'injustice, Lagrange, 2002. Sur un plan plus particulier, ce phénomène doit être mis en relation avec le niveau de délinquance constaté en progression constante, en France comme dans l'ensemble des pays européens, Acide, 2006. Entre 1960 et 1990, le nombre total de faits de délinquance enregistrés en Allemagne, en Angleterre, en France, aux Pays-Bas et en Suède a été multiplié par 5, Van Dyck, 1991. Pour ce qui est de la France, le nombre d'homicides a été multiplié par 2,5, celui des cambriolages par 8 et celui des vols avec violence par 23. Dans le même temps, les organisations policières et judiciaires se sont révélées incapables d'enrayer une inflation délinquante devenue problème de société et aiguillon du débat politique, ce qu'atteste la baisse des taux d'élucidation,
Rapport entre le nombre d'infractions constatées et le nombre d'affaires pour lesquelles les forces de police et de gendarmerie ont pu identifier au moins un auteur présumé et le mettre en cause formellement dans un procès-verbal transmis au parquet, des atteintes aux biens, divisé par 2,5 s'. Agissant des vols en un demi-siècle, de 36,3% en 1950 à 14,6% en 2000. Des disparités importantes existent en ce domaine selon les types d'infractions et selon les territoires. Ainsi, en 2012, s'agissant de la zone de police, le taux moyen d'élucidation a oscillé de 23% à Corbeil, Essonne, à 70% à Argentan-Orne. La prise de conscience par la puissance publique de la question sécuritaire s'explique, enfin, par l'appropriation de ce thème par les différents gouvernements qui se sont succédés depuis le début des années 1980, par-delà les épisodes d'alternance politique. Aussi peut-on avancer l'hypothèse d'une relative désidéologisation de la sécurité, d'une sorte de dépassement des clivages gauche-droite en relation avec le pragmatisme imposé aux gouvernants par la pression des demandes sécuritaires du système social. L'incorporation par la gauche française de la démarche sécuritaire s'est effectuée, de manière progressive, à la faveur de l'exercice des responsabilités gouvernementales, avec deux étapes particulièrement significatives. En premier lieu, on a pu considérer que l'arrivée au pouvoir de la gauche, en 1981, avait conduit à l'éclosion d'une conception de la police en rupture avec l'approche sécuritaire jusqu'alors dominante. Comme le note ce député socialiste, jusqu'en 1981, la gauche ne prend pas suffisamment en compte le rapport entre délinquance réelle et sentiment d'insécurité car la droite incarne trop la répression sociale et sociétale alors qu'elle-même se méfie d'une police en grande partie employée pour le maintien de l'ordre. Blasy 2006. Cette rupture s'était manifestée, quelques mois après la victoire aux élections présidentielles de 1981, par l'adoption de différentes mesures hautement significatives. Proposition 52 des 110 propositions du candidat Mitterrand, comme la suppression de la Cour de sûreté de l'État 4 août, l'abolition de la peine de mort 9 octobre, l'abrogation de la loi anti-casseurs 23 décembre, puis Année suivante, la suppression des tribunaux permanents des forces armées et la fermeture des quartiers de sécurité renforcés dans les prisons. Dans le contexte, il est vrai, favorable des lois de décentralisation, qui ont grandement facilité la responsabilisation des acteurs locaux et le développement d'une approche plus partenariale de la sécurité, le point de départ de cette conception nouvelle se situe dans le pré-rapport Belorget, 1982, qui développe la notion de police-service public, Aubert et Petit, 1981, en particulier avec l'affirmation de la nécessité de privilégier l'action préventive, améliorer les relations entre la police et le public, de renforcer la transparence et le contrôle de l'action policière, et de revaloriser le métier de policier. Cette vision devait impulser les projets de réforme de la police, entrepris dans les années 1980, sous la houlette de Gaston Defferre et de Pierre Jox. Sans remettre en cause les apports de ces politiques policières, la mise en exergue de ce prétendu passage de la police force répressive au service du pouvoir à la police service public, de la police d'ordre, à la police de sécurité, Glézal 1989, obéit à des mobiles idéologiques. Cette incorporation du thème sécuritaire par la gauche française prendra une dimension particulière, pour ne pas dire extrême, à la fin des années 1990, avec l'affirmation du droit à la sécurité, une notion encore fluctuante et imprécise que le Premier ministre, Lionel Jospin, avait placée au centre de son intervention à l'occasion du colloque de Villepinte, octobre 1997, et qui a servi de point de départ et de justification à la conduite des '. Une politique ambitieuse en matière de lutte contre l'insécurité, instauration des contrats locaux de sécurité, lancement de la police de proximité, tentative de réforme de la carte policière. C'est le retour de l'ordre, ou des crispations idéologiques ? Entre 2002 et 2012, le passage de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, mai 2002 au mars 2004, juin 2005 au mars 2007, puis son élection à la présidence de la République, mai 2007 au mai 2012, se sont accompagnés des '. Un retour en force des crispations idéologiques en matière de sécurité. La politique de communication sur la baisse, limitée et controversée,
du nombre de faits de délinquance constatés et la croissance apparente du taux d'élucidation policière a convaincu, il est vrai, une bonne partie des Français que le ministre de l'Intérieur était parvenu, contrairement à ses prédécesseurs, à juguler le développement des apostrophes. Une insécurité, devenue sujet plutôt secondaire lors des élections présidentielles de 2007 et 2012, à la différence de celle de 2002, avec alors comme corollaire un authentique séisme politique. Aussi, cet affichage d'un bilan présenté comme positif, au moins statistiquement en matière de délinquance, a conduit à raviver les débats endémiques sur les manipulations et exploitations politiques des chiffres de la délinquance, Monjardet 2006. Dans le même temps, les mesures gouvernementales en matière de durcissement de la lutte contre l'immigration irrégulière, d'accroissement de la répression pénale, notamment en matière de délinquance des mineurs et de récidive, d'abandon de la police de proximité ou encore de développement de la vidéosurveillance ont conduit certains à évoquer, dans le sillage des écrits de Loïc Vacan, l'émergence d'une frénésie sécuritaire, Mukieli, 2008, d'une révolution sécuritaire, Bourgoin 2013, voire d'une outrance sécuritaire, Bonelli 2011, et d'une décadence sécuritaire, Sainati et Chalchli 2007. Dans son introduction au petit ouvrage collectif en forme de réquisitoire contre les politiques conduites sous la houlette de Nicolas Sarkozy, Laurent Mukieli 2008 identifie 5 tendances caractéristiques, selon lui, de ce mouvement. La dramatisation, discours stigmatisant la violence et l'impunité des mineurs délinquants, la démission des parents ou encore mettant en avant le peu de cas fait aux droits des victimes, la criminalisation, l'introduction de circonstances aggravantes, de peines planchées ou encore de la rétention de sûreté, la déshumanisation, priorité donnée à la sanction pénale et à la dissuasion en matière de sécurité, abandon de la logique de proximité policière, la disciplinarisation, idéologie du retour à l'ordre avec le développement du contrôle-sanction automatisé, introduction du nouveau management de la sécurité, la désocialisation, négation de la dimension sociale de la délinquance, avec une action répressive développée contre les personnes les plus précaires, sans domicile fixe, prostituées, étrangers en situation irrégulière. On a donc bel et bien assisté, au cours de ces années 2002 à 2012, à un retour en force des débats idéologiques sur les questions de sécurité par-delà, il faut le noter, une certaine continuité dans les politiques de prévention et de sécurité conduites au niveau local. Le retour de la gauche au pouvoir, avec l'élection en 2012 de François Hollande, semble avoir refermé la parenthèse de ces 10 années de crispation idéologique, avec la réactivation d'un certain pragmatisme dont le ministre... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.